Nous restons sur ce sujet et partons en direction de Paris pour retrouver Jean-François Pauly, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique. Bonjour et merci d'être parmi nous dans cette édition. Bonjour. Alors, comment évaluez-vous les récentes discussions de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, notamment cette proposition égyptienne impliquant la libération hebdomadaire de 5 otages israéliens par le Hamas ? Alors c'est un signe favorable dans la mesure où depuis la reprise des bombardements la semaine dernière par Israël, la tension augmentait, s'accroissait et on voyait que les choses prenaient une tournure extrêmement défavorable s'agissant du maintien d'une situation issue du cessez-le-feu. Et là, le cessez-le-feu et la trêve ont été interrompus. Donc on pouvait être assez inquiet quant à l'évolution de la situation, notamment sur les populations civiles, avec les risques d'escalade de part et d'autre. Et cette lueur, cet espoir de reprise des négociations, de propositions d'échange de prisonniers et d'otages de part et d'autre est plutôt satisfaisante. Alors il apparaît que un haut responsable du Hamas aurait déclaré samedi qu'il avait approuvé la nouvelle proposition de cessez-le-feu qui était due à la médiation égyptienne et qatari et il attendait qu'Israël se positionne. Donc c'est plutôt quelque chose qui apporte de l'espoir pour qu'on arrête ces tensions, pour que les populations civiles ne soient plus l'objet de ces attaques et qu'on amorce un lent cheminement vers une stabilisation et vers la paix. Parlons de ces manifestations publiques contre le Hamas à Gaza. Sont-elles révélatrices, selon vous, d'un changement dans le soutien populaire au sein de l'enclave palestinienne ? Alors je crois qu'il est un peu tôt encore pour apprécier de la portée de ces manifestations, parce que bien évidemment quand on est sous les bombes, quand on subit des attaques, on est dans la passion et les manifestations qui peuvent avoir lieu ne sont pas forcément symptomatiques d'une absence de soutien ou d'un revirement de position de la population par rapport au Hamas. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut être prudent et attendre de voir comment les choses se passent, dans la mesure aussi où le Hamas semble être un des interlocuteurs principaux, si ce n'est le seul, avec Israël pour résoudre cette situation qui est extrêmement problématique. Donc il convient d'attendre et de voir comment évolue la situation et comment la population réagit. Pour l'instant, je pense qu'il est prématuré de tirer des conclusions quant au soutien ou à l'absence du soutien ou à la disparition du soutien de la population palestinienne à l'égard du Hamas. Et dans quelle mesure les actions militaires israéliennes à Gaza, notamment les frappes sur les zones densément peuplées, peuvent-elles, selon vous, être qualifiées de crimes selon des normes internationales ? Alors, le droit international et le droit international humanitaire, notamment la 4e convention de Genève du 12 août 1949, mettent en place des instruments de protection des populations civiles. Bien évidemment, quand il y a un conflit armé, le conflit se déroule entre militaires et les populations civiles doivent être préservées. Et cette protection des populations civiles impose aux belligérants de distinguer entre les civils et les combattants, c'est-à-dire de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique des civils qui n'y sont pour rien a priori. Un autre principe est que l'attaque doit être proportionnée, une proportionnalité de l'attaque quand une des parties entend entrer en belligérance, qu'on doit prendre des précautions lorsqu'on met en place une attaque et avec une interdiction générale d'utiliser des moyens qui seraient superflus en liaison avec cette idée de disproportion entre
l'attaque et les enjeux, le danger contre lequel on veut lutter en quelque sorte, avec un principe aussi selon lequel les bâtiments civils doivent être protégés dans la mesure du possible, sauf évidemment si les bâtiments civils peuvent cacher des armes ou d'autres éléments. Donc ça veut dire que ces bombardements, s'ils s'avèrent être dirigés ou toucher principalement des populations civiles, peuvent être en contravention avec ce droit humanitaire, ces principes du droit humanitaire qui imposent, qui exhortent également à la protection absolue des civils qui encore une fois n'y sont pour rien. Jean-François Pauly, face à la crise humanitaire à Gaza avec des pénuries, on le sait, alimentaires et sanitaires, quelles mesures la communauté internationale doit-elle prendre pour atténuer cette souffrance de la population civile ? Alors, il faut tout d'abord apporter une aide matérielle, médicale importante, parce que le territoire de Gaza est dévasté, il n'y a plus d'infrastructures, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau, donc en médicaments, n'en parlons pas. Donc, il faut impérativement que des secours puissent parvenir jusque dans les zones, mais pour qu'ils puissent parvenir, il faut qu'il n'y ait plus de tension, qu'Israël se retire aussi, puisque l'État d'Israël a recommencé à intervenir au sol dans la bande de Gaza. Donc il faut qu'il y ait un retrait, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu de nouveau pour que l'aide humanitaire matérielle, médicale puisse intervenir. C'est la première urgence pour ensuite entamer la reconstruction. Mais là, la reconstruction, les travaux sont immenses. Donc le plus urgent, c'est d'ouvrir les passages pour permettre à de la nourriture, des médicaments, de l'eau, d'arriver, à permettre également à des équipes médicales de se rendre sur place pour apporter les premiers soins, évacuer les blessés civils vers les hôpitaux des pays proches pour que les soins leur soient apportés. Donc c'est tout un arsenal de mesures qui doit intervenir, à la fois sur le plan des premiers secours, sur l'apport de nourriture, d'eau, de médicaments, sur l'évacuation des blessés, sur le soin aux blessés, avec éventuellement les possibilités de soigner sur place également les victimes qui ne peuvent pas être immédiatement transportées. Alors côté israélien, comment évaluez-vous l'impact des récentes réformes politiques en Israël, telles que la loi sur le contrôle politique des juges, sur la dynamique du conflit israélo-palestinien et la stabilité régionale ? Alors, en Israël, la situation intérieure est assez problématique puisqu'on note qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Et il y a une opposition au Premier ministre qui est assez importante, qui a été déclenchée notamment par cette loi adoptée par le Parlement qui veut assurer un plus grand contrôle politique sur la nomination des juges et y compris les juges de la Cour suprême. Ça a donné lieu à un certain nombre de manifestations à Tel Aviv, à Jérusalem, contre cette réforme, mais contre également la reprise des bombardements à Gaza et avec la mise en avant d'un souhait, d'une exigence d'un cessez-le-feu qui intervienne de nouveau. Le gouvernement israélien est en tension au plus haut niveau aussi, puisque le patron du Shin Bet, Ronen Bar, a été limogé, ce qui a entraîné également des critiques de l'opposition. La procureure générale de l'État a fait l'objet d'une motion de défiance et sa procédure de destitution a été également mise en place par le gouvernement. Il y a beaucoup de tensions internes. On note également, on a pu constater qu'il y a eu une pétition de plus de 150 généraux et militaires qui à la suite du limogeage du patron de la sécurité intérieure, du Shin Bet, ont signé une lettre de soutien en faveur de Ronen Bar. Donc ce sont des militaires de haut rang, des généraux et d'autres militaires. Donc ça veut dire que le Premier ministre doit gérer une situation interne qui est extrêmement tendue, et il doit agir un peu sur les deux axes, sur l'axe de la question palestinienne, sur l'axe interne où
où il est assez contesté, et on peut craindre qu'il y ait une escalade externe, dirais-je, dirigée vers Gaza pour essayer de juguler ou de faire oublier les tensions internes qui sont importantes. Donc ça veut dire que dans ces phases extrêmement difficiles, tout peut arriver malheureusement, et il faut que chacun garde son sang-froid et que l'on n'utilise pas des moyens de diversion, comme par exemple ce que a pu faire le gouvernement à l'égard des Palestiniens pour faire oublier les problèmes qu'il a en interne. Donc c'est une situation assez tendue, très tendue, et donc dangereuse pour la stabilité régionale, parce que évidemment les pays arabes ne sont évidemment pas insensibles au sort des Palestiniens. Et il peut y avoir des effets extrêmement délétères d'actions qui seraient menées de façon inconsidérée par Israël, et qui pourraient entraîner un effet boule de neige. On note aussi qu'il y a des tensions dans la zone et dans le Moyen-Orient, avec l'Iran qui est un peu mis sous tension, avec des tirs qui ont été faits par les États-Unis sur le Yémen, en liaison avec le soutien qui peut être apporté par l'Iran aux Houthis, et tout ça est lié. On sait qu'Israël est très sensible également à tout ce qui peut se passer en Iran, et considère que l'Iran est un danger potentiel. Donc il y a un foyer de tension qui peut se cristalliser, et il convient d'avoir beaucoup de sang-froid pour éviter que tout cela puisse dégénérer. Alors il semble que le président Trump agisse dans le sens d'une volonté d'assurer une certaine stabilité. On a cru comprendre que lors de l'entretien qu'il a eu il y a quelques jours avec le président Poutine, et qui a duré plus de 2 heures et demie, ce ne soit pas seulement la question de l'Ukraine qui a été envisagée, mais également la situation à Gaza, qui a été évoqué, sachant aussi que le président Poutine a une place importante aussi au Moyen-Orient, qu'il a passé un accord stratégique avec l'Iran, ce qui peut créer des moyens de réunir l'ensemble des partenaires pour trouver une solution raisonnable, raisonnée, qui permette d'aller vers la paix. Donc en ce moment, l'incertitude est partout. Merci beaucoup Jean-François Pauly, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous.